Bienvenue dans la note de la transition. C'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux à l'écoute de cette émission qui se veut explicative sur le processus de la transition. Nous recevons aujourd'hui non pas un invité, mais 4 qui nous reviennent du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, mandatés par leur tutelle, le ministre Jonathan Inyumba. Nous avons donc comme invité Franck Aristide Binyumba Mombo, il est directeur de l'aquaculture, Armand Mutendi, chef de service de l'aquaculture marine, Talia Gladys Mori Bani Eligui, chef de service de la pathologie et alimentation, et Christian Okuyi, chef de service aquaculture continentale. Madame, Messieurs, bienvenue dans la note de la transition. Alors avec vous, nous parlons aquaculture, son organisation notamment depuis l'arrivée de nouvelles autorités de la transition à la tête du pays. Madame, Messieurs, encore merci pour votre disponibilité. Pour vous entretenir, Tian Davila Lengimini et Daneli Kumbangoma. D'entrée de jeu, le secteur pêche et aquacole, comment est-il organisé, monsieur le directeur? Merci, mesdames. Il faut d'abord noter que l'aquaculture, c'est l'élevage de tous les animaux, et bien entendu les plantes qui se font dans de l'eau. Donc, aquaculture. Et dans l'aquaculture, nous avons la pisciculture, dans l'élevage de poissons, et d'autres cultures telles que les huîtres, etc. Donc, il y a une autre appellation. D'accord? Alors, au niveau du secteur de pêche aquaculture, au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est de développer le secteur pour pouvoir augmenter la production nationale en poissons d'élevage. À côté de la pêche qui se fait annuellement avec la pêche industrielle, la pêche artisanale maritime, et bien entendu la pêche continentale. Donc, la production de la pêche va être suppliée également par l'élevage de poissons pour augmenter la production nationale. Donc, c'est ça le but, c'est de faire passer l'aquaculture, notre aquaculture, à une aquaculture commerciale. Donc, mettre les produits sur le marché national, bien entendu. Donc, augmenter la production. Et nous l'avons dit tout à l'heure, depuis le 30 août dernier, les nouvelles autorités, il y a de nouvelles autorités à la tête du pays. Est-ce que à ce niveau, vous également, vous avez pensé à de nouvelles stratégies dans vos méthodes de travail? La transition est arrivée, il y a un nouveau vent qui est arrivé, donc c'est pouvoir nous réorienter dans la politique de développement de notre secteur. Donc, il y a, bien entendu, au niveau de l'administration, nous avons les stations piscicoles qui existent. Donc, c'est de remettre en marche, en service, toutes les stations que nous avons dans les 12 stations que nous avons à l'intérieur du pays. Donc, à Libreville, Tubanga, Lambaréné, bien entendu, Franceville, dans l'Angounie, on a les Bamba, Bigo, Bimungo. Et dans le Wellington, nous avons Minzik, Bitam, Oyem et Mivol. Donc, c'est de remettre en service ces stations piscicoles, mais c'est également de mettre la filière au niveau du privé, c'est-à-dire que qu'un pisciculteur ne fait plus toute la production, mais qu'il faut le mettre en filière, c'est-à-dire des pisciculteurs qui vont produire des aliments, des pisciculteurs qui ont fait le grossissement, donc le poisson marchand, et bien entendu d'autres pisciculteurs qui peuvent proposer des aliments à d'autres pisciculteurs. Donc, alors, c'est ça réellement la vision que nous avons pour booster le secteur. Nous allions vous poser la question de savoir si cette pisciculture est étendue au niveau du territoire national. Vous avez répondu à la question. Ces stratégies, est-ce qu'elles vous ont été recommandées par les nouvelles autorités? Oui, on peut le dire, parce que c'est la continuité de l'État, mais c'est la vision que nous avons depuis et que nous mettons en place depuis plusieurs années, et qui aujourd'hui, avec le moyen que nous avons reçu, c'est de pouvoir, bien entendu, mettre cette politique sur les bons rails pour obtenir les résultats escomptés. Donc, on peut dire que oui, puisque nous avons eu la note du ministre, qui nous a donné clairement la vision du secteur, donc pour pouvoir augmenter la production nationale en pisciculture. Alors, nous avons 4 invités ici. Celui qui se sent apte à répondre à la question peut répondre. Alors, je voulais rebondir Armand Mutendi, des cultures marines. Il faut d'abord savoir que les cultures marines, c'est tout l'élevage que nous faisons ou que nous pouvons faire de Coco Beach à Mayumba, c'est-à-dire dans les zones salées, dans les zones saumâtres, moitié eau douce, moitié sel. Alors, pour rebondir justement sur la question que vous venez de poser, nous avons été instruits par un ministre de la Nouvelle République
qui nous a convoqués. Il nous a dit, pourquoi depuis que le Gabon est Gabon, avec 900 km de côte, on n'a jamais tenté une grosse exploitation dans cette zone de Coco Beach à Mayumba? Est-ce qu'on peut savoir le nom de... On peut avoir le nom de ce ministre? Désolé, mais je préfère le tenir par discrétion, mais je sais que nous avons été instruits la semaine dernière encore. Et nous sommes en train, illico presto, en train de préparer un document à lui soumettre, bien entendu, de concert avec notre ministre de tutelle, pour que, très rapidement, nous proposions une stratégie de développement de l'aquaculture marine. Ça, c'est ce que je pouvais déjà porter à votre attention. Il y a aussi il y a un véritable besoin des entreprises qui ont été aussi instruites par les nouvelles autorités de voir dans quelle mesure, dans le cadre de leur responsabilité sociétale des entreprises, les nouvelles autorités donc ont demandé, notamment les sociétés pétrolières, ou bien les sociétés qui exploitent un peu dans la zone de mon rayon d'action, pour leur dire que dans le cadre de vos RSE, il va falloir soutenir des programmes de développement ou d'élevage en zone maritime. Voilà directement pour cette question ce que je pouvais vous dire. Oui, les nouvelles autorités mettent le pied sur l'accélérateur pour pouvoir développer ce secteur qu'on appelle l'aquaculture. Comme le directeur l'a dit, l'élevage de tout ce qu'on fait dans l'eau. Soit pour la consommation, soit pour la santé, ou soit pour le cosmétique. C'est l'élément que je voulais ajouter. Vous pouvez élever des algues, vous pouvez élever des crevettes, la crevetticulture, vous pouvez élever des crocodiles, la crocodiculture, et ainsi de suite. Voilà, mesdames, ce qu'on pouvait dire sur la volonté des nouvelles instructions d'accélérer le processus de développement de l'aquaculture. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous croyez que vous couvrez totalement le marché pour espérer être autosuffisant dans un avenir proche? En réalité, tout dépend des moyens qu'on va mettre en place. Les besoins sont de l'ordre de 30 à 40 000 tonnes de poissons par an. Alors, nous sommes en train de proposer à notre tutelle la possibilité d'aller crescendo. Il va de soi que du jour au lendemain matin, on ne peut pas passer d'à peu près 200 tonnes ou bien d'à peu près 150 tonnes que nous avons de production aquacole aujourd'hui à ces 45 000 tonnes qu'il faudrait pour suffire à être autosuffisant, si je peux me dire ainsi. Par contre, si on amorce déjà une dynamique dès maintenant ou les mois à venir, en proposant des stratégies, nous pensons et nous sommes confiants qu'on peut, à l'orée des 5 prochaines années, atteindre au moins la moitié de nos objectifs. Ça, c'est possible parce que nous avions déjà fait des simulations dans ce sens. Et l'autre question peut-être qui est derrière la vôtre, c'est est-ce que le prix du poisson pourra baisser? Mais peut-être qu'on va y revenir un peu plus tard. Alors, Madame Mouri Bani Eligui, le chef de service, Monsieur Armand Moutendi, parlait tout à l'heure de l'aquaculture qui ne concerne pas uniquement la pisciculture. Il y a là-dedans le cosmétique. Dites-nous un peu les espèces qui concernent le cosmétique, l'alimentation et autres. Merci déjà pour la parole. Mais en concernant vous avez dit les espèces qui concernent le cosmétique, peut-être un peu la différence. Voilà. Les algues, par exemple. Les algues, on utilise beaucoup dans le cosmétique, mais avec beaucoup de transformation. C'est beaucoup plus au niveau des algues. Des coquillages aussi. Par rapport les coquillages, on peut les utiliser dans les bijoux. Voilà. La poudre peut permettre de faire des gommages. C'est ces espèces en gros. Et comment ça se passe dans vos services? Vous les utilisez, vous, ou vous les revendez? Comment ça se passe? Vous produisez, mais... On ne produit pas, non, on accompagne. Exact. On accompagne les promoteurs. Tous ceux qui font dans l'aquaculture, on les accompagne. On les accompagne au niveau technique, dans le suivi des étangs. En tout cas, l'assistante technique. Nous, on ne produit pas.
D'accord. Davila? Et quelle est la méthode de travail imposée aux pêcheurs pour éviter la rupture sur le marché national? Attention, nous parlons d'aquaculture ou bien nous parlons de pêche? Mais on peut toujours répondre. Pisciculture. Là, nous parlons de pisciculture. Ah donc, c'est pas des C'est différent pêcheurs, de la pêche. mais c'est des Des aquaculteurs. aquaculteurs. Voilà. Ou bien Voilà. des pisciculteurs. C'est vrai qu'il faut qu'on se familiarise à notre avec tous ces langage. termes. Hein. C'est clair que... C'est Mais propre le à directeur vous. va répondre. Alors, ouais. ce qu'on peut dire, d'abord, il faut comprendre que au niveau de la pêche, par exemple, la production nationale, nous avons un pays qui consomme beaucoup de poissons. Nous sommes autour de 35 kg de poissons par habitant, par an. Et aujourd'hui, on a tendance, cette consommation, cette quantité de poissons consommés par habitant continue à baisser par rapport à l'augmentation de la population, bien sûr, mais également aux prises de pêche qui stagnent à peu près. Et donc, nous sommes autour de 40 000 tonnes de poissons par an pêchés. Et le gap est à peu près autour de 20 à 25 000 pour pouvoir couvrir les besoins nationaux. Donc, la pisciculture ou l'aquaculture a le devoir ou bien les missions de pouvoir couvrir ce gap-là. Donc, c'est de mettre en place des politiques qui feront en sorte que les pisciculteurs, les aquaculteurs produisent davantage et mettent ce poisson sur le marché pour pouvoir couvrir le gap. Hein, le gap apporté par les pêcheurs. Donc, c'est à peu près ce qu'on peut dire. Monsieur Franck Aristide Binyumba, c'est ça? Voilà, vous êtes là juste en face de moi. Et monsieur Christian Okuyi, voilà, vous êtes chef de service aquaculture continentale. Depuis le début de cette émission, on ne vous a pas entendu. Le directeur parlait de 40 000 tonnes, n'est-ce pas, de poissons pêchés par an. Est-ce qu'avec ces 40 000 tonnes, on espère que dans les années à venir, cette production va augmenter? Vous avez pensé à l'importation? Bon, merci. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. La production dont il est fait mention ici, c'est la production de pêche de capture. D'accord? C'est des poissons qui sont pêchés dans le milieu naturel, donc dans nos eaux, que ce soit continentales ou les eaux marines. Mais ce de quoi nous parlons ici, pour peut-être bien rester dans le, voilà, c'est de l'aquaculture. Et donc, ce qu'il apparaît, c'est que cette production des pêches de capture, qui est évaluée entre 40 et 45 000 tonnes ou 50 000 tonnes, ne permet pas de couvrir les besoins de la population. Vous connaissez la fameuse loi de l'offre et de la demande. La demande est beaucoup plus importante que l'offre. Et voilà pourquoi le directeur parlait tantôt de gap. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la production qui est autour de 40 à 50 000 et les besoins qui sont au-delà. Donc, il y a une partie qui n'est pas couverte, notamment par la production locale. Et c'est cette partie-là qui est couverte par les importations. Et c'est ce que fait le Gabon. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas offrir et couvrir la demande et donc les importations qui coûtent effectivement au Gabon excessivement d'argent. Voilà pourquoi nous nous inscrivons dans une politique, dans une stratégie qui vise à développer l'aquaculture afin de minimiser les importations en produits halieutiques, permettant de répondre aux besoins de la population. Et nous sommes à combien de tonnes, si on peut parler en matière de tonnes, au niveau de l'aquaculture? La production, il faut dire qu'elle est très faible actuellement. Elle était jadis au-delà de 150, près de 150 tonnes, mais voire même un peu plus, parce qu'il faut dire également qu'il y avait des faiblesses en matière de collecte de données, donc des statistiques en matière d'aquaculture. Mais actuellement, on est autour d'une quarantaine de tonnes. Voilà, elle est très faible actuellement. Quarantaine de tonnes, et ça couvre le territoire national? Comme je vous disais que, en fait, cette production... Parce que vous êtes étendu, n'est-ce pas? Ouais, sur l'ensemble, voilà. Je vous explique. C'est-à-dire que l'aquaculture, en matière de développement, on est un peu présent, c'est 4 pôles de développement, l'aquaculture. On a au nord, on a à l'est, on a au centre ici, et au sud, un peu au sud-est. D'accord? Et donc, ce sont des privés, en fait, qui sont en charge de la production. L'État accompagne. Et pour ce faire, l'État a des infrastructures permettant de pouvoir accompagner. C'est ce qu'on appelle donc, en termes de démembrement, donc la Direction générale des pêches, on a les directions provinciales qui, dans leurs services, ont des services en charge de l'aquaculture. Et ces services ont été mis en place pour pouvoir accompagner le secteur privé. Mais ce sont les privés qui doivent produire. D'accord? Et donc, leur existence un peu partout dans le pays, leur production globale ne tourne qu'autour d'une quarantaine de tonnes. Exact.
Voilà. Vous comprenez un Et peu? pourquoi l'État ne produit pas? Pourquoi l'État ne produit pas? L'État n'a pas vocation à produire tel que c'est inscrit dans nos missions. On a vocation à accompagner le secteur privé, améliorer l'environnement de production, créer un certain nombre de facilités, apporter de l'assistance technique pour amener donc ces producteurs à améliorer leur technique de production, favoriser donc la connaissance de ces techniques, diffuser également les techniques de production, les nouvelles techniques de production. Et c'est à ça qu'est animé donc nos services. Voilà. Mais ce sera difficile comme ça de concurrencer la pêche industrielle. Peut-être pas, mais il faut dire qu'il y a une possibilité de revoir aussi les textes. Mhm. Le directeur, dans la présentation de nos missions, doit aussi ajouter le fait qu'il y a aussi une profonde refonte de nos textes. Au niveau de l'aquaculture, par exemple, il y a des textes d'application qui sont en train d'être pris pour voir effectivement comment l'État pourrait être aussi un modèle de production, ne serait-ce que pour l'exemple. Mais il faut d'abord dire qu'avant, là, c'était pas possible ou c'était compliqué. On connaît tous le contexte. Un agent administratif qui a une caisse où il a vendu le poisson, est-ce qu'il va reverser au trésor? Voilà pourquoi on avait verrouillé à l'époque, ne limitant l'action de l'administration que à l'assistance technique. Oui. Mais aujourd'hui, dans le cadre de certains partenariats, on se rend compte que l'État peut être partenaire, ne serait-ce que actionnaire. On a vu récemment pour le groupe Secagalis, où l'État a pris près d'une trentaine de pourcentages. 35%. Donc, on se dit, à ce niveau aussi, l'État peut, avec une meilleure visibilité de nos autorités, avec les nouvelles dispositions de gestion de la finance que nos autorités sont en train de mettre en place, oui, pourquoi pas, l'État pourrait être aussi un acteur de la production aquacole de notre pays. Mais nous y allons arriver à travers la refonte des textes que nous sommes en train de mettre en place. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Peut-être je voudrais ajouter quelque chose. Dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles politiques, c'est de pouvoir mettre en concession ou en cogestion toutes les stations que nous avons, toutes les fermes étatiques que nous avons à travers le pays, que j'ai listé tout à l'heure. C'est de pouvoir travailler avec les coopératives des pisciculteurs, c'est de pouvoir travailler avec des particuliers. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui cherchent des sites piscicoles. Et donc dire, voilà, nous avons un site, nous ne pouvons pas produire le poisson commercial parce qu'il faut le vendre après. Donc vous allez prendre la partie grossissement, donc production du poisson marchand. Nous, on va garder peut-être la production des alevins. Et la ferme tourne à plein régime en vendant, en produisant du poisson et en vendant, et donc en augmentant, bien entendu, la production nationale. Deuxièmement, c'est de chercher des sites piscicoles, non seulement sur le littoral, pour l'aquaculture marine, mais également sur le continent, parce qu'il y a des investisseurs internationaux qui arrivent, qui demandent, qui veulent faire la pisciculture, qui cherchent des sites. Et donc, c'est des grandes firmes qui peuvent produire au-delà de 1000, 2000, jusqu'à 10 000 tonnes. Donc, c'est ça la politique que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, de chercher ces sites, ces zones, de ces sites propices à l'aquaculture. Et là, jusqu'à ce jour, vous en avez trouvé combien? Des sites? En réflexion. Il faut dire que, en fonction du type d'aquaculture que l'on veut mettre en place, et qu'on identifie, parce qu'il y a des niveaux en matière de développement de l'aquaculture. Ce dont fait mention monsieur le directeur ici, c'est de pouvoir mener un ensemble d'études qui seront disponibles pour les potentiels investisseurs. Ça veut dire qu'un investisseur vient et lorsqu'il veut s'installer, il a besoin de savoir quelles sont les zones où on peut développer donc l'aquaculture d'un type. Donc, d'un point de vue national, donc on a le littoral, comme le disait le collègue tantôt, qui offre donc des potentialités. Il y a également le continental, ou par exemple la zone du Moyen Ogooué ou du Haut Ogooué qui sont propices au développement de l'aquaculture en cage. Ça veut dire qu'un investisseur qui viendrait, qui veut faire de l'aquaculture en cage, on l'orienterait vers ces zones. C'est-à-dire que les études beaucoup plus poussées se feront dans ces zones parce que il y a déjà un potentiel naturel qui sied donc à ce type d'activité. Et donc ce sera fonction effectivement du type d'aquaculture qui doit être développé que les sites donc vont être attribués. C'est bien cela. Mais comment se passe le processus de formation? Est-ce qu'il y a assez d'aquaculteurs formés? Bon, on est toujours dans le domaine de l'aquaculture continentale parce qu'il faut dire que l'aquaculture continentale est le domaine où le Gabon c'est 267 667 km² et donc c'est vrai qu'il y a plein de plans d'eau.
mais on est dans le continent et il y a un fort potentiel. Et pour ce faire, donc le nombre de pisciculteurs, la plupart des pisciculteurs qui existent, chacun a au moins déjà pris part à une formation. En matière de formation, il faut dire qu'on fait beaucoup de formations. La preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on a engagé des formations avec le partenaire, un de nos partenaires qui est la FAO, donc qui nous accompagne dans le développement du secteur. Et donc, on organise des formations tout azimut en fonction des problématiques de l'heure. Parce que effectivement, nous voulons booster le secteur. Et donc, il y a deux principales problématiques. C'est celle liée à l'alevin, donc la semence, les petits poissons qui vont servir pour produire des gros poissons, et celle de l'aliment. Et donc, il y a un renforcement de capacité qui a été mené dans le cadre d'un projet que nous développons avec la FAO, visant à renforcer les capacités donc, des pisciculteurs. Vous parlez d'alevin. D'où viennent ces petits poissons? D'où viennent ces petits poissons? On est toujours dans l'aquaculture continentale. La preuve, c'est que malheureusement, vous risquez d'avoir que des réponses venant de moi. En réalité, on prend des parents, d'accord? On prend des parents sur la base d'un ensemble de critères élaborés, des mâles et des femelles, qu'on met dans des conditions et ils font des bébés. Et ce sont ces bébés qu'on appelle alevins, que l'on va grossir de telle sorte qu'ils aient une certaine taille pour pouvoir déjà se retrouver dans des bassins de grossissement. C'est ce que Et vous donc, faites à la pairie ou... c'est ce qui est fait à la pairie, par exemple. Voilà. Donc, on prend les parents, d'accord, on met en condition pour nous faire des bébés. Et ce sont ces bébés qu'on appelle alevins. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant. Maintenant, il y a la possibilité. Certains, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prélever dans le milieu naturel. Avec le risque de ne pas avoir la qualité. Parce que vous pouvez prélever un qui semble petit, peut-être qu'il a 10 ans déjà. Donc, il est petit dans le milieu naturel. On va, en fonction de la taille, on va dire que c'est un alevin. Donc, on ne connaît pas qui sont déjà ses parents. Est-ce que c'est un poisson issu de l'inceste entre deux frères, ainsi de suite. Donc, il faut maîtriser, parce que c'est important ce que j'ai dit. C'est une étude qui est menée. Voilà, c'est très important ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que c'est l'une des problématiques que nous avons. Il ne s'agit pas d'avoir seulement des alevins. Il faut que ce soit des alevins de qualité. Donc, on est sûr du potentiel génétique. Il est capable de pouvoir nous amener à avoir du poisson sur le marché. Et comment ça se passe, cette étude? Comment savoir que ce sont des alevins de qualité? En aquaculture marine, pour ajouter à ce qu'il disait, il y a que en Égypte, par exemple, où la majorité et beaucoup de nos agents vont souvent en stage, pour savoir si l'alevin est de qualité, c'est simplement un problème de traçabilité. C'est très important. Lorsque vous suivez depuis un moment des bancs de mulets, vous pouvez savoir quelle est leur période de reproduction de ces mulets. Et c'est là que vous allez chercher les petits mulets parce que vous les avez suivis déjà. Vous avez suivi les parents depuis au moins 2 ou 3 ans. Pareil pour les crevettes, notamment les crevettes de Kango où des études sont en train de s'allumer. Comme ça, on pourrait éventuellement voir comment faire de la crevetticulture. On doit aussi suivre des bancs ou des parents des crevettes, comme il disait tout à l'heure, pour calculer la meilleure période de reproduction. Et c'est là où on viendrait récolter ces juvéniles et ces alevins. Au moins, on serait sûr que c'est pas des pygmées crevettes qui sont là, si vous voulez que je m'exprime ainsi, ou bien des crevettes qui sont des crevettes naines, entre guillemets. Le directeur avait quelque chose à dire. Et en élevage, puisque l'élevage existe depuis longtemps, et donc nous connaissons à peu près les parents qui font des enfants de qualité. Donc, il y a un choix des géniteurs. On ne choisit pas un géniteur qui a une malformation, voilà. Donc, vous allez choisir ça peut-être la robe, la couleur du poisson, ça peut être la grosseur, etc. Et donc, vous choisissez les parents et vous savez qu'en mettant les parents ensemble, ils peuvent faire des alevins de qualité. C'est un peu comme les humains. Si vous voulez avoir un enfant de grande taille, je pense que la dame qui va choisir son partenaire va prendre un monsieur de grande taille pour espérer avoir un enfant. Mais il arrive, monsieur le directeur, qui connaît des parents qui ont une grande taille et que l'enfant soit petit. Justement, c'est ça que je voulais, elle va peut-être rebondir tout à l'heure, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que à fur et à mesure qu'on fait la répétition, si vous mettez un grand-parent, si vous cherchez les grandes tailles, vous prenez des parents de grande taille, les descendants, vous allez prendre les descendants de grande taille pour les remettre, pas pour les remettre dans la même famille, vous allez prendre une autre portée, bien entendu, pour les mettre ensemble. Etc. Et vous allez faire disparaître le gène de nanisme là, et avoir le gène de grande taille. Donc en élevage, c'est possible. On a les géniteurs. Les géniteurs, on appelle les géniteurs qui font que ça. Oui, madame le chef de service. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a aussi le côté où on peut faire de l'exportation, de l'importation.
Il y a des structures en Égypte qui font dans des géniteurs de qualité. Et donc là, on peut importer avec une traçabilité, avec, on appelle une fiche technique des géniteurs. Dès qu'ils arrivent à partir de là, on fait des reproductions. Mais il faut savoir qu'à partir d'une certaine période, il faut toujours changer pour renouveler les parents pour ne pas avoir le problème de nanisme ou de maladie. Donc, on a ces deux cas. Le suivi, aller dans le milieu naturel et ensuite faire de l'importation. Et peut-être ajouter dans son service, avoir également un aliment de qualité. De qualité. Parce que, une bonne réponse. Voilà, il y a les aliments dépendent aussi du stade d'élevage. Les alevins, le grossissement, c'est des aliments différents. Et pendant combien de temps, on va parler de poisson, Oui. pendant combien de temps un poisson doit-il être élevé pour après consommation? Ah, c'est toujours lui. Bon, je vous ai dit que finalement vous allez revenir à chaque fois vers moi parce que c'est C'est pour ça qu'il moi n'a pas le parlé même. au départ. Voilà, pour laisser la possibilité aux autres de pouvoir s'exprimer. Oui. En fait, tout va dépendre du type de poisson qu'on élève et des aliments qu'on utilise. Donc, il y a un ensemble de principes. Vous pouvez avoir un animal qui a des performances, mais s'il n'est pas dans les bonnes conditions, il ne va pas vous donner les réponses que vous attendez. Mais de manière générale, la phase de grossissement dure entre 6 et 8 mois quand vous avez des aliments de qualité. Voilà. Maintenant, ça dépend également du système d'élevage. Il faut dire que c'est assez complexe, hein. C'est assez complexe. De l'espèce, comme je le disais déjà au début, c'est-à-dire que par exemple la croissance des silures n'est pas la même que celle des carpes, des tilapias. Voilà, la croissance des silures par exemple est très rapide, alors que celle des carpes est un peu moins rapide. Les mâles par exemple chez les tilapias grossissent beaucoup plus vite que les femelles chez les tilapias. Et un élevage par exemple où vous n'avez qu'un sexe, c'est-à-dire vous n'élevez que les mâles, vous aurez une croissance qui est différente d'un élevage où vous aurez un mélange de mâles et de femelles, parce qu'ils passeraient le temps à faire des petits, et les femelles, dans le processus de reproduction, pour ce qui est du tilapia que l'on élève, gardent les œufs dans la bouche, et donc elles ne mangent pas, et donc elles ne vont pas croître. Et donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut cerner lorsque l'on veut faire donc notre grossissement. Tout dépend du système d'élevage que l'on veut développer. Soit on a un système donc intensif avec des aliments de qualité qui ciblent l'élevage, par exemple, des monosexes, un seul sexe, alors vous allez avoir des croissances qui sont très importantes. Ouais. À vous entendre parler, on dirait que vos méthodes de travail répondent aux normes internationales. Ah ben oui, parce que simplement, aujourd'hui, avec la connectivité du monde professionnel et de la technique, on a tous des échanges. Vous avez assisté pendant le corona où on faisait des visioconférences et on assiste régulièrement. Il faut quand même dire que notre service est pas mal doté en stage de renforcement de capacité. On est toujours à l'étranger, notamment la direction de la production. Vous parlez de l'Égypte tout à l'heure. On a aussi beaucoup d'autres pays où on va. Et ces échanges nous permettent d'être effectivement aux normes de la production internationale. Il y a aussi un pays à côté, le Cameroun, qui est vraiment un très grand pays d'aquaculture. Et comme c'est un pays voisin, on a souvent même certains week-ends la possibilité d'y aller. Vous prenez exemple sur le Cameroun également. Donc pour ça, non, les normes sont... Et puis vous avez des instances internationales qui régulent quand même l'aquaculture, notamment sur la question de l'hormone. L'utilisation de l'hormone est strictement encadrée. Vous avez la question, vous avez aussi la FAO qui est un peu représentée partout dans le monde. Donc, et c'est une grande organisation qui fait en sorte que ce qu'ils conçoivent à Rome, ils sont obligés de l'appliquer dans tous les pays où ils sont représentés. Et ainsi de suite. Je pense que oui, on peut dire que nous faisons une aquaculture qui respecte quand même la norme africaine et internationale. Oui, Madame. Ce que je voulais ajouter, qu'il y a on suit forcément des normes parce que quelqu'un ne peut pas se lever un matin et dire que je vais faire de l'aquaculture, non. Ou que j'ai un trou derrière chez moi et je décide de mettre des poissons, non. Parce que il y a des étangs qui ont des superficies à respecter. Pour une certaine superficie, il y a un nombre de poissons, il y a un nombre de mâles, il y a un nombre de femelles qu'il faut mettre. Et donc, ça ne se fait pas à l'aveuglette. Même quand vous voulez faire la pisciculture, que ce soit en cage ou en étang, il y a forcément des normes. L'alimentation, la façon dont on
on nourrit le poisson, il y a des normes. Donc, forcément, on suit des normes. Celui qui ne suit pas les normes, il ne fait pas de la pisciculture. D'accord. Donc, il faut ajouter aussi qu'il y a quelque chose de fondamental, d'accord? L'aquaculture n'est pas née au Gabon, d'accord? Et par ailleurs, en termes de formation, donc nous sommes formés dans les mêmes écoles. C'est les mêmes écoles, donc c'est les mêmes techniques que l'on apprend, avec bien entendu une adaptabilité sur le plan, chacun sur son environnement local. Mais donc, il y a des normes, comme toute activité, et la preuve, c'est que l'activité de l'aquaculture, c'est vrai qu'on est resté longtemps avec cette insuffisance sur le cadre juridique, mais il existe désormais, par exemple, un texte qui régule, qui crée, qui définit les conditions et les modalités d'exercice de l'aquaculture en République gabonaise. Et ces modalités, ces conditions sont arrimées aux conditions internationales, bien entendu, avec des spécificités de chez nous. Donc, c'est important de pouvoir travailler. Personne ne travaille en vase clos, hein, avec la mondialisation. Donc, il y a des normes internationales et nous sommes arrivés à ces normes internationales. Il y a une ouverture, d'accord. Dites-moi, on va revenir un peu sur ce qui se fait au niveau de la pairie. C'est cela, la pairie? Oui. Voilà. Est-ce que ce qui se fait au niveau de la pairie se fait également ailleurs, dans une autre province, en dehors de l'estuaire? Bon, nous sommes toujours dans l'aquaculture continentale, désolé. Il faut dire qu'il y a deux types d'unités d'accompagnement au niveau de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture. C'est ce qu'on appelle communément les centres de démonstration aquacoles ou piscicoles et les stations piscicoles. Il y a une toute petite différence, c'est que les centres ont en leur sein plusieurs autres petites unités, structures. Ça veut dire que dans un centre de démonstration, vous allez avoir un volet formation qui va être appliqué là-bas. Vous avez d'autres unités, par exemple, pour le cas de la pairie, vous avez une unité qui fabrique de l'aliment, qui est sous la responsabilité donc de Madame Elingui. Vous avez une unité de production d'alevin de silure. Donc, là, vous avez le modèle centre. D'accord? Donc, avec un panel de services additifs, ce qui n'est pas le cas de la station. La station, c'est juste une unité qui fait de la démonstration avec un certain nombre, généralement de petites factures. Donc, il va faire de la démonstration en étant. C'est vrai qu'elle peut engager donc un ensemble d'activités, mais elle n'a pas toutes les structures capables de pouvoir répondre à cet objectif. Voilà un peu la différence. Et la particularité de la station piscicole de la pairie, c'est que non seulement elle fait partie des premières unités qui ont été construites avec celle d'Oyel, d'accord, et donc elle a cet espace et cet environnement, les infrastructures adéquates pour pouvoir accompagner sur les différents pans que je viens de citer. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres, par exemple. Voilà. On est dans le contexte, mesdames les journalistes. Il vient de vous présenter effectivement ce qui se fait en matière de formation. Ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il faut être tout à fait honnête avec vous, puisqu'on est dans le cadre de la promotion ici, une émission qui accompagne la transition. Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de manquements ces derniers temps. On enregistre beaucoup de manquements. Et lesquels? Les manquements, par exemple, c'est les équipements de ces centres de formation. Les manquements, c'est que là où on vous parle, là, les stations piscicoles ne sont plus que de noms. On est là pour se dire parfois les vérités. Bien sûr. Sinon, votre émission n'a pas de sens. Quand vous arrivez aujourd'hui à la station piscicole de Mimongo, honnêtement, vous ne trouvez que des gens avec leurs machettes. Ils n'ont même pas une simple balance. Ils n'ont pas une brouette. Il faut qu'on se dise les vérités. Et c'est pour cela que nous interpellons votre canal, les nouvelles autorités, à vraiment mettre un pied sur l'accélérateur par d'abord un inventaire exhaustif de ces stations dont il est en train de parler. Et à partir de cet inventaire, on pourrait éventuellement proposer des choses pour pouvoir les rendre aussi opérationnelles comme il venait de le décrire. On a peut-être connu ça à l'époque d'avant, comme on dit. Mais là, je vous avoue sincèrement que le constat est parfois désolant. C'est l'occasion de cette émission pour pouvoir peut-être le souligner et sensibiliser les leaders, nos chefs, pour que on mette toujours le pied sur cet accélérateur de l'aquaculture. Justement, avec l'arrivée de nouvelles autorités, est-ce que vous voyez là une opportunité d'avoir plus de moyens? Oh, c'est le messiot. Là, on s'est dit, c'est bon. L'aquaculture peut effectivement connaître ce coup de boost qu'on attend, ou bien qu'il a connu à l'époque des Américains, à l'époque des colons, et ainsi de suite. Pourquoi, madame?
Mais pour une raison toute simple qu'on vous a même pas dit depuis le début. Aujourd'hui, l'aquaculture, c'est 52% de toutes les ressources halieutiques que l'homme consomme sur la Terre. Ça veut dire quoi? La FAO dit que d'ici à 2030, mesdames, 2 poissons sur 3 que le monde va manger viendra de l'aquaculture. Donc si les autorités ne voient pas ces 2 chiffres-là, mais c'est qu'ils n'ont rien compris, excusez-moi le terme. Entre-temps, je sais que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, pour un pays qui a autant de potentiel halieutique, ben, nos autorités ont compris le message. Nous l'espérons, oui, Tiane. C'est tout. Dites-nous, est-ce qu'on peut parler de la sécurité de votre structure d'AVEA? Comment ça se passe pour éviter de la péri, pour éviter Là, je vais laisser la parole au directeur qui connaît bien le dossier parce que on nous agressait à la péri. Les bangandos venaient nous pêcher notre poisson et quand on a fait le rapport au directeur, vous savez, la station de la péri a ceci de spécial, c'est qu'il est vraiment au cœur des quartiers, les quartiers sous-intégrés, les quartiers les plus violents en fait. Vous avez Rio, pour ceux qui ne connaissent pas la station de la péri, vous avez Rio, derrière Aveya, vous avez la Sorbonne, vous avez Kembo, vous avez Aveya, oui. Et la station piscicole est là. Pour l'anecdote, madame, lorsqu'on a connu le corona, eh ben, les gens venaient se servir dans nos étangs pour dire que, c'est pour l'État. On n'a plus rien à manger. Oui, pour revenir sur ce que le chef de service venait de dire. En fait, on a eu beaucoup de soucis à pouvoir sécuriser ce site. Parce que, non seulement au niveau, on a commencé à avoir des inquiétudes à partir de 2020. Donc, avec le coronavirus, lorsqu'on a fermé tout, lorsqu'on n'avait plus accès à notre site, donc les populations sont venues, se sont servies. Et on a essayé d'y remédier, donc on a remonté la barrière du site, mais ça n'a pas freiné les vandales. Oui. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'abord d'augmenter, il faut qu'on augmente le personnel. On n'a plus de personnel à la paix. Avant, on tournait autour de 22 personnes. Aujourd'hui, nous sommes autour de 4-5 personnes pour ce grand site. Donc, c'est déjà un appel de pied au niveau des autorités de la transition qu'on augmente au niveau de la pêche, au niveau de la direction générale de pêche, de l'aquaculture au personnel. Vous avez la station, je vais parler à la station de Mimongo, là, ils viennent de parler. Oui. On n'a pas un chef de service. Ça veut dire qu'on a un manque de personnel. Donc, il faudrait qu'au niveau du personnel déjà, qu'on puisse recruter pour pouvoir appuyer le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Et donc, ils sont 4, et donc on a du mal aujourd'hui à pouvoir sécuriser. On n'a plus de gardiens. Avant, on avait des gardiens. On n'a plus de gardiens, ni de nuit, ni de jour. Et donc, c'est à la merci. Le site est carrément à la merci de tout le monde. Hier, j'étais là-bas avec vos collègues, et nous avons vu qu'au niveau des bacs hors sol, toutes les connexions en eau, là, les vannes, ils nous ont volé les vannes. Les tuyaux qui amènent de l'eau à l'écloserie, comme c'est des tuyaux en PHD, ils ont sectionné, ils ont pris. Donc, c'est vraiment à la merci de la population environnante. Et donc, il va falloir, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà on a nettoyé le site. Il faut qu'on ait une entreprise, moi je préfère appeler une entreprise de gardiennage qui vienne nous aider à assurer la sécurité de ce site, non seulement la nuit, mais également le week-end, et pouvoir relancer aisément les activités du centre. Non seulement production d'alevin, mais également production de poissons marchands. Monsieur le directeur, tout à l'heure, vous parlez de manque de personnel. Qui peut être recruté? L'aquaculture, c'est de l'élevage. Donc, tous ceux qui ont fait dans la production animale, c'est-à-dire l'INSAB, les ingénieurs de l'INSAB, les ingénieurs de conception, les ingénieurs vous appelez comment les portes techniques. Aujourd'hui, ce sont des licences et des masters. Nous avons les éléments au niveau de l'École nationale des eaux et forêts, puisqu'on les forme également en pêche et aquaculture. Donc, nous avons un département, on appelle ça une opération aquacole, une branche d'opération aquacole que nous formons au niveau de l'École des eaux et forêts. Donc, ils sont là, ils sont disponibles. Les dossiers sont à notre DCH. Donc, je pense que si on a une ouverture de postes budgétaires au niveau de la pêche et de l'aquaculture, je crois qu'ils vont... Comme les 500 qu'on vous a donnés, si on peut aussi avoir un peu, peut-être que... Donc, c'est ça. Donc, on espère pouvoir avoir un recrutement immédiat pour pouvoir relancer les activités au niveau de la direction générale de pêche et d'aquaculture. D'accord.
Madame, messieurs, nous espérons avoir fait le tour, sauf si quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter par rapport à la question. Moi, j'aurais peut-être quelque chose à ajouter puisque le domaine le plus important en matière d'aquaculture, c'est l'aquaculture continentale. Et je crois que dans le document qu'on vous a transmis, on mettait un peu en évidence donc les perspectives de développement du secteur de l'aquaculture. Donc, il y a un ensemble de problématiques donc, qui ont été identifiées, notamment celui de l'aliment, de l'alevin, du vieillissement des acteurs, parce qu'il faut dire que la plupart de ceux qui font l'aquaculture aujourd'hui, ce sont ceux qui ont fait l'aquaculture du temps du corps de la paix. Et donc, et là encore, la stratégie de développement a été orientée beaucoup plus vers la subsistance que le commercial vers lequel nous tendons donc aujourd'hui. Il y a également le renforcement de capacité donc de l'administration en charge, donc la direction de l'aquaculture, que ce soit en équipement, en matériel, pour pouvoir permettre donc l'accompagnement, faciliter le mouvement, l'accompagnement donc de ces acteurs si vraiment nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Il y a cette question d'organisation, d'accord? Nous souhaitons structurer la filière de façon à ce que chacun soit un maillon de la chaîne, d'accord? Et que les objectifs d'autonomisation des acteurs donc du secteur soient atteints. Et donc nous travaillons à cela, mais comme vous le savez, nous venons de passer à une nouvelle ère et nous espérons, au travers donc des différentes mesures qui vont être prises, pouvoir nous aider à faire correctement notre travail et à jouer réellement le rôle que doit jouer l'aquaculture dans cette nation. Merci. Peut-être ajouter pour le mot de fin aussi que les nouvelles autorités ont beau mettre le pied sur l'accélérateur, comme je disais tantôt, ça ne pourra peut-être pas avoir l'impact qu'il faut s'il n'y a pas une adhésion de plusieurs autres partenaires. Il y a les entreprises forestières, il y a les entreprises pétrolières, il y a toutes les autres entreprises qui travaillent à l'intérieur du pays qui pourraient éventuellement aider l'administration. C'est surtout aider l'administration à pouvoir, dans le cadre de leur responsabilité sociétale des entreprises, et je sais que le président y tient, à ce que des sociétés comme Comilog, qui a pendant longtemps été le fer de lance de l'aquaculture au Gabon avec 200 tonnes produits par an à travers la société qu'on appelait la Sodepal, que des sociétés comme Comilog, dans le cadre de leur RSE, puissent remettre des moyens dans l'aquaculture. Et vous avez comme ça plusieurs sociétés qui sont en train de se mettre en place. Pour mon cas, les cultures marines, on a énormément de sociétés pétrolières qui exploitent sur nos 850 à 900 km de côte. Je pense que s'ils mettent aussi la main à la pâte pour accompagner les nouvelles autorités, on pourrait éventuellement connaître un développement certain de l'aquaculture. Donc, c'est un peu l'élément que je voulais aussi ajouter, à savoir que c'est pas seulement la seule tâche des nouvelles autorités, mais que c'est tous les autres partenaires, les entreprises qui doivent aussi s'y mettre. Autre chose que je voulais aussi ajouter, c'est vous. Oui. C'est le citoyen lambda qui doit comprendre que entre manger le poulet embaumé et manger le poisson frais, honnêtement, il n'y a pas match. Donc, au travers d'un certain nombre d'actions, venez vous informer à la direction de l'aquaculture. Appelez-nous également. Venez amener vos enfants à s'initier à l'aquaculture. Et je pense que à partir de là, l'enfant comprendra qu'il n'y a pas que le poulet qu'on achète tous les samedis chez le Libanais, mais il y a aussi le poisson qu'on peut manger. Voilà aussi l'élément que je voulais souligner pendant que nous sommes en train de faire ce tour de table. D'accord. Je voulais dire c'est que la pisciculture est un métier très intéressant. Et j'incite beaucoup de personnes à s'y intéresser. Il n'y a rien de plus beau que de voir le poisson l'élever, le voir grossir et le mettre dans l'assiette et savoir que vous êtes en train de manger un poisson frais et savoir d'où il provient. Il y a beaucoup de promoteurs qui font dans ce métier et c'est vraiment tout un plaisir de voir quelqu'un sortir près de 30, 100 kilos de son étang et de voir le poisson bouger dans la bassine
et de l'emmener dans son assiette. C'est un métier très passionnant et j'encourage beaucoup de personnes à s'y intéresser. Merci, mesdames. Ce que je peux dire, c'est que, comme disait ma collègue, la chef de service tout à l'heure, c'est que le poisson, c'est un peu comme du pain chaud, en fait. Il est frais le pain est chaud. Il est frais lorsqu'il est chaud et après, il dépérit lorsqu'il refroidit. C'est comme le poisson. Le poisson, je ne vois pas un animal plus frais qu'un poisson qu'on sort de l'eau qui est encore tout vivant. Parce que lorsque vous allez faire vos courses au marché, vous êtes obligé de regarder si le poisson est encore frais, est-ce qu'il n'a Bien pas... sûr. Voilà. Or, il est vivant, il est frais, donc c'est du poisson réellement frais. Dire qu'au niveau de la direction de l'aquaculture et donc au niveau de la direction générale, nous mettons en place des axes de développement de l'aquaculture pour pouvoir développer l'aquaculture commerciale. Aujourd'hui, nous avons une aquaculture d'autoconsommation ou de prestige, je veux dire. Beaucoup de gens font de la pisciculture parce qu'ils veulent avoir le poisson dans leurs étangs, etc. Regarder et pêcher de temps en temps pour consommer avec les amis et la famille. Or, nous, on veut faire passer cette aquaculture à une aquaculture de marché commercial, mettre ce poisson sur le marché pour que les populations gabonaises consomment ce poisson. Et donc, c'est ça, ce que nous souhaitons tous. Nous avons un décret qui a été mis en place. Ce décret, des textes et lois qui doivent être pris, des arrêtés pour pouvoir mettre en œuvre ce décret. Et donc, nous espérons qu'avec les politiques qui sont mises en place, donc la production, la disponibilité des alevins, parce que c'est deux choses qui freinent le développement de l'aquaculture. Il faut l'alevin, il faut l'aliment. Donc, la disponibilité des alevins de qualité et en quantité suffisante, et bien entendu, la qualité des aliments également, que ce soit produit au Gabon ou qu'on puisse faire venir de l'extérieur pour pouvoir booster le secteur. Et nous y croyons que ce secteur va marcher avec l'appui de nouvelles autorités qui, aujourd'hui, nous demandent de mettre en place des projets qui pourront être financés non seulement par le secteur privé, donc il faisait allusion tout à l'heure, mais également par le budget de l'État. Je vous remercie. Désolé, mais il y a une question que vous ne m'avez pas posée, c'est celle de savoir si quelqu'un veut faire l'aquaculture, comment il fait? Allez-y, répondez à la question. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est tout simplement se rapprocher donc, de la direction de l'aquaculture. Nous sommes au 3e étage donc, du ministère des Eaux et Forêts. Au 3e étage, vous trouvez la direction de l'aquaculture et ses services centraux. Mais à l'intérieur du pays, nous sommes représentés, comme je le disais, donc, au niveau des directions provinciales, où il y a des services en charge de l'aquaculture. Et donc, il suffit tout simplement de se rapprocher. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que les gens s'installent et c'est lorsqu'ils sont butés qu'ils reviennent vers la direction. Et là, il faut corriger. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'aquaculture doit être menée tout en respectant l'environnement. Il ne s'agit pas d'aller creuser un étang après qui va servir de gîte pour les moustiques et créer des problèmes de santé publique. Et donc, il y a une réglementation à suivre. Et pour ce faire, rapprochez-vous des services compétents qui vont vous renseigner et vous accompagner dans la mise en œuvre donc, de vos exploitations. Et ça, c'est très important. Et donc, se rapprocher à l'intérieur du pays, c'est au niveau des directions provinciales des pêches et de l'aquaculture. Et au niveau donc, de Libreville, la centrale, donc, il y a la direction de l'aquaculture, 6 au 3e étage du ministère des Eaux et Forêts, et également la station de la Péri, qui joue également ce rôle. Voilà un peu ces informations que je voulais ajouter à ce qui a été déjà dit. Merci. La note de la transition, c'est fini pour aujourd'hui. Tiane Davila Lengimini et moi, El Danieli Kumba, recevions Franck Aristide Binyomba Mombo, il est directeur de l'aquaculture, Armand Moutendi, chef de service de l'aquaculture marine, Talia Gladys Mori Bani Elingi, chef de service de la pathologie et alimentation, et Christian Okoui, chef de service aquaculture continentale. Il nous parlait ici de l'aquaculture et toute son organisation au Gabon. Merci pour votre disponibilité à tous. Et à vous, auditeurs, merci pour votre écoute. À bientôt pour un autre numéro